C'est une nouvelle surprise pour les personnes qui voulaient et espéraient depuis le 13 décembre 1998 que la lumière soit faite sur la mort. Dès lors, cette triste date restera en effet à jamais marquée dans les mémoires burkinabées et africaines comme l'un des jours les plus tristes. Et puisqu'il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est à l'orée de la 20e commémoration de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 camarades que la justice a rendu un avis favorable à la demande d'extradition de François Compaoré, principale mise en cause dans l'enquête sur ce crime odieux. Mais est-ce pour autant demain, la veille de son retour au Burkina, pour répondre des faits qui lui sont reprochés? De quel recours dispose encore sa défense? Quelle lecture judiciaire faire à cette étape de la procédure? Y a-t-il, oui ou non, une lecture politique à en faire, comme le dénonce depuis toujours l'avocat de la défense? Autant d'éléments que nous aborderons dans le cadre de l'émission du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Angle de Vue, la tranche sur Sika qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Burkina Faso, demande d'extradition de François Compaoré acceptée en France. Enfin, le bout du tunnel dans l'affaire Norbert Zongo, c'est le thème de l'émission du jour. On revient juste après la virgule. À nos côtés aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes expert en communication politique et écrivain. Face à vous, Emery Olabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, spécialiste des questions internationales. Monsieur, l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, bientôt 20 ans, on va dire, que dure cette procédure. Qu'est-ce que cela représente avec vous, Lamine Cissé, vous qui êtes écrivain et témoin de l'actualité politique, on va dire, et qui secoue le continent noir depuis des décennies? Oui, je crois que c'est un processus qu'il faut suivre et je crois aussi que ça secoue le monde entier, cet événement-là. Au moment de l'assassinat, je crois que le monde de la presse avait bougé. Et si la famille demande à ce que justice soit faite, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. D'autant plus que le crime, à 50 ans, on peut toujours exhumer. Oui. Et traquer les coupables. Moi, je suis pour la justice. Donc, je suis pour qu'on puisse vraiment élucider cette situation-là. Évidemment, cela va avoir des ramifications, puisque c'est lié à un régime. Ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Et bien, Olabi, la justice française a rendu un avis favorable à la demande d'extradition du jeune frère du président, de l'ex-président Blaise Compaoré vers le Burkina Faso. Est-ce déjà, selon vous, une victoire pour les personnes qui attendent de savoir effectivement ce qui s'est passé? Merci bien. Il faut dire que c'est une victoire d'étape. C'est une victoire d'étape. Nous ne sommes pas à la fin de la procédure. Nous sommes... disons que nous sommes dans un feuilleton judiciaire qui ne fait que commencer. Mais j'aimerais bien quand même rappeler un tout petit peu les conditions ou ce qui est en réalité l'affaire. Il s'agit en fait de Norbert Zongo qui a été assassiné, brûlé dans un véhicule. Donc, avec 3 de ses amis. Un guet-apens, donc avec 3 de ses amis. Mais ce dernier était quand même directeur de publication, un journaliste directeur de publication de l'Indépendant, un journaliste indépendant, et qui enquêtait sur l'assassinat, la disparition du chauffeur du président. Du frère du président. Qu'on appelle affectueusement le petit président. Donc vous pouvez imaginer quelle est la taille ou la considération ou l'ampleur que cette affaire peut avoir quand on traite François Compaoré de petit président. Donc quelle était sa puissance à l'époque? Donc peut-être qu'on le voyait en tant que peut-être le second président du Burkina à l'époque. Et donc déjà il y a eu un procès qui n'a même pas commencé, qui s'est éteint en 2003 par un non-lieu. Et c'est à la faveur d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme sur le cas Norbert Zongo, plainte portée par les parties civiles, et où la Cour indiquait un déni de justice et a condamné le Burkina pour n'avoir pas
rendu justice. Et c'est justement à cette occasion que le président de l'époque, Kafando, président du Burkina Faso, a rouvert l'enquête à nouveau. Ce qui a conduit évidemment à ce que nous voyons en 2015, un mandat d'arrêt qui a été lancé et ensuite une arrestation. Et il faut déjà aussi préciser, surtout que la Cour d'appel, donc la Chambre de la Cour d'appel de Paris, a refusé en juillet dernier de statuer sur l'affaire et a demandé des compléments d'informations, de preuves matérielles, concrètes. Et ce sont ces preuves-là qui ont été versées au dossier et qui ont permis finalement à la Cour, à la Chambre de la Cour d'appel de Paris, de pouvoir se prononcer. Et voyez-vous, ce n'est que parce que la Cour était convaincue qu'il y a un lien, que les preuves apportées par l'État burkinabé ou le ministère public burkinabé arrivent à établir le lien entre Norbert Zongo et François Compaoré, qui peut être impliqué. Donc, enfin, le procès n'a pas débuté. Oui. Donc, c'est juste l'établissement des faits qui montre en réalité que les faits ou les supposées allégations qui sont reprochées à François Compaoré méritent d'être connu par la justice. Voilà. Alors, à la Métissé, certains estiment que les cadavres ne doivent pas être dérangés dans la quête de la paix et de la cohésion sociale. Quelle est votre lecture de cette volonté qui veut que on ferme parfois les yeux sur certains dossiers pour le bien de tous? C'est pour permettre aux autres de continuer de faire la même chose. Je crois que ce n'est pas une bonne lecture. Mais nous ne sommes pas en train de juger... comment dirais-je, François Compaoré. Et il est présumé innocent. Tout à fait. Mais nous avons voulu que les choses soient clarifiées. Parce que c'est extrêmement important de clarifier pour savoir qui a fait quoi. Alors, je crois que justice doit toujours être faite s'il s'agit d'un crime. Même s'il s'agit d'un détournement des deniers publics. Justice doit toujours être rendue. Je crois que le cadavre, même dans sa tombe, même s'il est au paradis, il a besoin que les gens sachent voilà, exactement. C'est extrêmement important. Voilà. François Compaoré ne devrait pourtant pas être extradé de sitôt. Sa défense dispose encore de plusieurs recours judiciaires pour contester cette décision. Quels sont ces recours-là? Oui, mais déjà préalablement, il faut dire qu'on ne pourrait pas parler d'extradition, de procédure d'extradition, si préalablement que les États, il n'y avait pas une convention ou un accord d'extradition inclus soit dans les accords de coopération ou séparément. C'est déjà un préalable. Autrement, la France ne trouverait pas à donner raison à extrader M. Compaoré. C'est justement parce qu'au préalable, il y a des accords judiciaires, des accords d'entraide judiciaire de coopération en la matière qui prévoient les conditions d'extradition entre les deux États, évidemment. Donc, c'est déjà la base juridique légale qui permet en fait d'avancer sur ce terrain. Et donc, vous posez la question de savoir quels sont aujourd'hui les recours. Oui, les recours. Alors, la défense aujourd'hui, voyez-vous, déjà, je pense qu'ils ont dit, ils vont former pourvoi en cassation et aussi former un recours devant la cour d'assises parce que, disent-ils, le juge instructeur magistrat burkinabé aurait transmis ou qui a transmis un procès verbal d'un témoin falsifié, paraît-il, mais qui a été peut-être relevé dans la décision de la Cour d'appel de Paris, qui estime qu'il y a une phrase qui n'était pas assez correcte. Et donc, sur ce postulat, évidemment, ils veulent porter plainte pour faux usage de faux en écriture publique et demander au juge de passer devant la chambre criminelle, histoire de gagner du temps. Évidemment, c'est un gain de temps parce que, voyez-vous, l'objectif, c'est 2020-2021, ça peut être tiré
la procédure jusqu'aux élections présidentielles. Et évidemment, après, jouer sur les cartes. Mais quel lien pourrait avoir une élection présidentielle sur cette affaire? Avoir un président qui va choisir de taire l'affaire encore, ou bien peut-être la justice n'est-elle pas indépendante et ne devrait pas... La justice est supposée être indépendante, sinon la Cour de Paris d'appel de Paris n'aurait pas donné suite à cette demande. Donc c'est justement parce que la Cour est convaincue que les conditions des exercices de justice de contradictoire sont réputés être disons garantis, et aussi que les droits de l'homme en concernant, c'est-à-dire les droits de M. Compaoré, qu'une fois qu'il sera extradé sur le territoire burkinabé, sont garantis. Et je pense que le procès en cours a peut-être incité aussi les juges à aller dans ce sens. Je veux parler du procès Diendéré. Si on arrive à tenir un procès qui cristallise autant l'attention et qui semble quand même être conduit dans les règles de l'art, c'est que c'est la garantie de ce que la justice est en marche au Burkina. Donc il n'y a pas de raison, une fois que les preuves matérielles sont plutôt établies et probantes, de ne pas donner suite à cette extradition. Parce que jusque-là, on ne dit pas que M. Compaoré est coupable. On lui dit simplement de venir s'expliquer sur certains faits. Et il vient s'expliquer s'il n'a rien à dire, ou s'il arrive à apporter les éléments de défense qui prouvent qu'il n'est pas impliqué dans ce qu'on lui reproche. Évidemment, il sortira en blanc-seing et il sera totalement lavé. Au cas contraire, il répondra de ses actes. Mais ce qu'on lui demande, c'est juste de venir s'expliquer. Donc il n'y a vraiment pas matière, il n'y a aucun problème politique autour. Mais évidemment, voyez-vous, on joue sur l'agenda politique. On joue sur l'agenda politique parce que avec cette procédure qui est lancée sur faux en écriture publique, c'est pour ralentir le procès. Ça peut traîner. Ça va traîner. Quelques 2020, mois. un an, 2 ans. Oui, c'est vite fait. Et c'est vite fait. Et si l'objectif, c'est de jouer sur l'agenda politique, je dis ça. Voilà. La Cissé, pour être effective, on sait qu'une extradition doit aussi faire l'objet d'un décret du gouvernement français. Tout à fait. Voilà, donc mais ça, c'est à la fin. Tout à fait. C'est à la fin de la procédure. C'est la fin de la procédure judiciaire. Oui. Que maintenant, le président... doit pouvoir prendre un décret pour autoriser l'extradition. Donc ce n'est qu'une victoire d'étape. Absolument. Mais bon, vous savez, la justice aussi est tributaire du régime. Ça dépend du régime qui est en place. Et si nous savons qu'il y a souvent des visées politiciennes... Il n'y a pas d'indépendance, selon vous? Moi, c'est difficile de dire qu'en Afrique, la justice, elle est indépendante s'il n'y a pas d'enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, sinon le problème là pouvait être traité depuis le temps de Blaise Compaoré. Parce que le problème, c'est au moment du régime Blaise Compaoré. Si la justice était indépendante, ça pouvait être élucidé depuis ce temps-là. Pourquoi ça traînait et puis on n'a pas voulu les mettre devant? Je crois que c'est le moment de le faire. Maintenant, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il était aussi régime Blaise Compaoré. Tout à fait. Parce que pour moi, ce n'est pas un homme nouveau. Je l'ai toujours dit. J'ai dit... la carapace qu'il avait portée à ce temps-là, la même carapace est là. Si vous voulez, n'est-ce pas, juger un régime, jugez le régime avec ceux qui ont conduit le régime ensemble. Il a eu le mérite d'abandonner le régime quand le régime a voulu foncer dans le tas. Quand le régime n'a pas voulu lui barrer la route pour prendre la présidence. C'est ce qu'il faut dire. Parce que c'est lui, ils étaient un prétendant sérieux à la présidence. Parce que Blaise Compaoré ne voulait pas qu'il renouvelle le mandat parce que c'est un club, ce sont des ténors du pouvoir. Ils n'ont pas voulu, ils ont fait ombrage. Oui, mais dans la logique où Blaise Compaoré avait envie de s'éterniser au pouvoir, est-ce que ce n'est pas, est-ce que le politique que représente l'actuel président n'a pas beau jeu de quitter le gouvernement sans que forcément son départ ne soit assimilé à juste partage du gâteau. Je continue mon raisonnement. Oui, allez-y. S'il ne voulait pas que le régime soit éternisé, lui qui a conduit le régime depuis le début jusqu'au moment où Blaise Compaoré a voulu, il devait chercher un autre homme nouveau. Ce n'est pas à lui de succéder alors. Je crois que
c'est une continuité, mais la continuité qui se fait dans la marque du nouveau président. Maintenant, ce qui est un peu pas explicable, c'est de vouloir se montrer tout à fait un homme nouveau. Parce que les Gendéré, tout ça là, avec celui qui est au pouvoir, mais c'était eux qui étaient là depuis. Blaise Compaoré. S'il y a des coups sales, la mauvaise gouvernance, etc., c'était ensemble qu'ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, je crois que la priorité doit être, on doit gouverner dans la transparence, oui. On doit essayer d'imprimer sa marque, oui. Mais si on veut traquer les autres, comme si soi-même on est propre, moi, ça me pose un problème. Voilà. Et mais je ne suis pas forcément d'avis. Allez-y. Voyez-vous, c'est vrai qu'on prend du vieux pour faire du neuf. C'est pas un problème. Mais après, c'est l'idéologie, c'est le peuple qui est derrière. Qu'est-ce que le peuple a souhaité en faisant sa révolution? Quelle politique n'a pas collaboré avec Blaise Compaoré, qui est quand même resté au pouvoir 25 ans? Quelle politique n'a pas... C'est pas possible. Il y a des gens qui sont nés, qui n'ont connu que ça tout le temps. Et voyez-vous, et aujourd'hui, vous n'avez pas construit une nouvelle classe politique. Vous n'avez pas favorisé... la venue d'une nouvelle classe politique. C'est la vieille classe politique qui s'est installée pendant longtemps et qui est encore au pouvoir, et la nouvelle classe politique peine des jeunes en politique, et ça c'est sur tout le continent, pratiquement, hein, voyez-vous, c'est quasiment sur tout le continent. Et donc évidemment cette transition, si on suppose que c'est une phase transitionnelle, je ne suis pas certain. On ne peut que prendre le vieux pour faire du neuf pour le moment. Et la dynamique qui a accompagné cette révolution qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir a voulu, ou disons, a donné une certaine crédibilité à l'indépendance de la justice aujourd'hui. Donc cette justice se veut autonome et se veut, parce que quand même le Burkina ou l'État burkinabé a été déjà condamné par 2 fois dans des procès. Donc, voyez-vous, on ne peut pas aujourd'hui dire que le président Kaboré fait une chasse à l'homme. Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus que c'est qu'il est en train de traquer. Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'il est obligé de faire ça pour être en phase avec la population et pour être en phase avec les idées qui étaient défendues lors du soulèvement qui a condamné à laisser suivre, oui, tout à fait, ces dossiers-là. Donc en fait, il y a une philosophie qui en fait actuellement est en place et qui est surveillée par le peuple. Bon. Si Kaboré allait dans le sens contraire et s'opposait au peuple, il peut être encore emporté. Il peut être encore emporté. Bon. Merci beaucoup. L'analyse, allez-y. J'ai une autre analyse par rapport à la situation. Quand vous parlez de peuple, ça me gêne un peu. Quand vous parlez de peuple, ce n'est pas une révolution populaire, non. Parce que la révolution populaire, il y a des avant-gardistes qui amènent les peuples à prendre le pouvoir. La révolution se passe aujourd'hui en France, les Gilets. Quel est l'homme politique qui est derrière? Ils se sont levés, citoyens. Ils se sont levés pour mettre en mal le pouvoir. Mais si les ténors... N'est-ce pas le peuple burkinabé qui s'est levé? Non, attendez, non. Elle a été conduite. C'est celui qui est le Kaboré, là. C'est avec les Diallo, là. C'est eux qui étaient... il a arraché 35 passeports diplomatiques aux gens, là. Ils se sont dit, nous allons vous montrer Donc, selon vous, ce n'est pas le peuple burkinabé... Non, je viens. Je vais jusqu'au bout de mon analyse. Celui qui avertissait Blaise Compaoré de quitter le pouvoir, c'était pas ce peuple-là, c'était les ténors qui étaient autour de lui. C'est-à-dire que c'était Blaise Compaoré contre Blaise Compaoré. C'était le système qui est allé contre Blaise Compaoré. S'ils étaient avec Blaise Compaoré, ce peuple ne pouvait rien faire. Rien. Mais ils ont contribué à organiser avec les moyens financiers qu'ils ont là pour mettre le peuple devant. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce que je voudrais que vous faites des analyses contextuelles de la situation et savoir est-ce que cette révolution est venue d'ailleurs ou bien c'est venu de l'intérieur du système Compaoré. Donc c'est le système Compaoré qui a lâché Compaoré. Donc selon vous, cette révolution n'aurait pas pu se faire uniquement avec le peuple sans que les ténors là n'ont pas lâché Blaise Compaoré. C'est pas possible. Ils ne pourront pas. Ce peuple, il a quelle voix? Il y a des peuples qui ont envie de se lever aujourd'hui. Mais ils ne sont pas soutenus. Ils ne sont pas orientés. On n'a pas amené suffisamment de moyens pour leur permettre de battre le macadam. Les hommes qui sont allés les mains nues contre des armes ne seront pas d'accord. Mais non, parce qu'on leur a permis. Mais
devant ce peuple-là, qu'est-ce qui était dans les bus, etc. C'était les cabarets, etc. Ils étaient là avec le peuple-là. Mais ils ont mis les moyens, ils ont organisé. Les comités d'organisation, le peuple, il faut l'organiser. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une spontanéité qui a amené Blaise Compaoré, non. Parce qu'il y avait un ras-le-bol général, mais ils ont caporalisé cela pour aller contre... Regardez, si par exemple vous rajoutez 35 passeports diplomatiques à tes ministres, etc., parce qu'ils ne veulent pas que tu révises la Constitution, chaque ministre a combien de population derrière? Calculez cela et capitaliser ce potentiel qui va contre le président. Le président n'avait pas d'issue parce que c'est les gens qui tiennent le pouvoir qui l'ont lâché. Ce sont ces piliers qui l'ont lâché. La responsabilité revient à qui? Donc maintenant, si on va faire une analyse logique, vous avez utilisé le peuple pour vous asseoir au pouvoir à la place du maître. Et maintenant, vous commencez, pour moi la priorité c'est la sécurité du pays. Deuxièmement, l'économie. Il faut faire mieux que celui qui était là. Sur le plan économique, dans tous les points. L'éducation, la santé, etc. Il faut faire mieux que l'autre. La priorité est là. La priorité, ce n'est pas des règlements de compte. Exhumer des trucs, c'est-à-dire... Selon vous, ce sont des règlements de compte et l'environnement sécuritaire n'est pas bon aujourd'hui. Blaise Compaoré, vous voyez des attaques... C'est toute la région. C'est ça. Il y a une pression populaire que vous... Non, il y a une opinion publique populaire que vous semblez minimiser. Oui, parce que il y avait cette soif de pouvoir, de justice. Non, je ne refuse pas. Au sein de la population. Je suis d'accord. Et tout le monde. Donc, moi, en tant que panafricain, je veux que la justice soit faite. Oui, mais aujourd'hui, c'était même l'une des résolutions de ce soulèvement avec l'installation du nouveau régime. C'est de pouvoir régler tous ces problèmes qui étaient mis au placard et qui ne trouvaient pas de solution parce que, justement, vous l'avez dit, parce que c'était le régime qui était là. Et c'est parce que le régime était impliqué, était indexé. Et donc, du coup, aujourd'hui, le régime n'est plus là. On a favorisé l'arrivée de nouvelles personnes, mais avec l'idée de ce que la justice puisse recouvrer ses droits, ses moyens. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez parlé, ou on parlait tout à l'heure, on évoquait subtilement le cas de l'assassinat de monsieur Sankara. Oui, je pense, et ça a été évoqué, je pense. Je ne sais pas s'il y a une enquête... non, il y a une enquête en cours, mais visiblement, on n'a pas pu déjà authentifier le corps qui est dit avoir été enterré. Parfois, il faudrait que les peuples fassent la paix avec leur histoire pour pouvoir avancer. Je ne refuse pas que Diendéré, par exemple, que le cas Norbert Zongo, Sankara... Non, mais ça... Il faut qu'on élucide de ça. Mais je suis en train de dire les militaires qu'on traque, etc., parce qu'il y avait un coup d'État, etc., etc. Mais leur responsabilité est engagée. Non, attends. Mais ce n'est que justice. Mais on est dans un état de droit, voyons. Il y a eu des morts là. Je ne refuse pas qu'il y ait des morts. Mais il faut analyser les causes qui ont amené à cette situation-là. Quelles que soient les causes. Parce qu'on a fait partie Blaise Compaoré. Et qu'il y a un pouvoir qui s'est mis à la place de Blaise Compaoré. À la suite de cela, d'autres personnes ont voulu faire le coup d'État. Mais c'est le contexte qui le demande. Mais le coup d'État, c'était pour faire quoi? C'était pour faire réinstaller encore des hommes de main. De Blaise Compaoré? De Blaise Compaoré. Bon, moi, en fait, nous allons évoluer. On évolue. C'est-à-dire que ma préoccupation fondamentale pour ce pays-là, qui est un modèle en Afrique de l'Ouest pour moi, en pensant à Sankara, parce que Sankara, quoi qu'on dise, il a donné une dynamique, une vision claire qui a conduit jusqu'à présent le Burkina à sortir la tête de l'eau, la Haute-Volta. Cette vision n'a-t-elle pas été sabordée par Blaise Compaoré? Non, Blaise Compaoré a mis déjà les fondamentaux sur le plan agriculture, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la conscience citoyenne, sur le plan de l'artisanat. Les acquis de Thomas Sankara, personne. C'est ce qui a amené le Burkina jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le Burkinabé a la conscience citoyenne très élevée. Il n'est pas comme les autres citoyens en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, tu vois, même dans le gouvernement, ils s'habillent burkinabés. Ils sont fiers d'être. Cette fierté qui a été installée, Thomas Sankara l'a installée et personne ne peut nier cela. Donc, il y a les fondamentaux du développement économique. Parce que ça passe par la culture. La culture, c'est
d'avoir confiance en soi, Mérite. n'est-ce pas, d'être fier de Le soi. mérite revient-il à Thomas Sankara ou à Blaise Compaoré? Mais les deux. Voilà. Ils ont travaillé à le faire, les deux. Parce que moi, je fais des analyses vraiment très justes. Ils ont fait, ils étaient mus par amener le peuple vers le développement. Ils ont réussi à le faire. Maintenant, à un temps T, il y a des dysfonctionnements dans un pouvoir toujours. Il y a des adeptes de la rectification. Il y a des adeptes de la ligne dure et de continuer. Et il y a des confrontations et le coup d'État est venu avec l'appui, n'est-ce pas, d'Abidjan et l'appui de la France. Nous savons tout cela. Donc, ce problème-là a éclaté. Aujourd'hui, nous voudrions qu'il y ait les vérités qui se fassent par la justice. Mais je voudrais qu'on soit prudent. Parce que l'environnement sécuritaire n'est pas bon. Si des officiers, des hommes de troupes, on les traîne à la justice et entre eux, ils sont en train de... Je dis que ça peut amener certaines situations que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est ça mon inquiétude. Oui, mais s'ils sont coupables de crimes de sang, on ne peut pas ne pas les condamner. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Que ce soit une justice juste quand même. Vous faites bien de parler d'Abidjan. On sait qu'il y a aujourd'hui à Abidjan un autre illustre personnage, Blaise Compaoré. Qui a la nationalité ivoirienne aujourd'hui. Citoyen ivoirien, comme son jeune frère d'ailleurs. Est-ce que, selon vous, on devrait l'entendre dans toujours cette affaire, je dirais, Norbert Zongo? Parce que, est-ce qu'on peut tuer un journaliste dans un État? Non, mais je ne pense... Alors qu'on est le frère. Je ne saurais le dire. Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'il est cité dans l'affaire? Sinon, je ne trouve pas l'intérêt de faire appel à un ancien président. Le principal et le principal concerné dans cette affaire, c'est le petit président, c'est François Compaoré. Et donc, je ne pense pas non plus que dans l'accusation ou l'enquête à charge conduite par le juge instructeur au Burkina ait fait cas de ce que le président burkinabé serait impliqué. Il y a d'autres affaires qui l'attendent. Peut-être notamment dans sa responsabilité en tant que ministre. Peut-être qu'à l'occasion du procès, on aboutirait peut-être à des connexions qui peut-être pourraient impliquer le président ou pas. Non, pour le moment, on ne saurait le dire. Le dossier n'est pas ouvert, mais aujourd'hui, il faut dire que le petit président, comme on l'appelait, François Compaoré, est aujourd'hui relaxé, c'est-à-dire qu'il était placé sous contrôle judiciaire, mais là, pour le moment, il a recouvré sa liberté d'aller et venir. Pour le moment. Voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, je dirais, d'affaires? Est-ce qu'on peut parler de réconciliation? Est-ce qu'on peut parler de justice sans entendre Blaise Compaoré sur certains dossiers? Lamine Cissé. Non, si on entend Blaise Compaoré, celui qui est au pouvoir, on doit l'entendre également. Il y a forcément des connexions. Vous savez, moi, je ne suis pas partisan. Vous savez, la gouvernance, c'est un système, c'est un régime. Tous les ténors du régime sont impliqués. Si vous êtes mon président aujourd'hui et vous êtes un président criminel qui tue, qui torture, je démissionne. Si je vous accompagne dans ce que vous faites, c'est la complicité coupable que je suis en train de faire contre le peuple. Ça va de soi. Mais donc, moi, mon problème, c'est que si on peut faire réconciliation, c'est-à-dire que vérité et réconciliation, comme l'Afrique du Sud l'a fait, comme la Côte d'Ivoire est en train de le faire, vous pensez que... La justice transitionnelle. Bon, voilà un homme de droit qui m'aide d'ailleurs. Moi, il m'inspire, quoi. Alors, donc je dis, aujourd'hui, si on veut remonter à Blaise Compaoré, évidemment, dans le cas de Thomas Sankara, il doit être entendu. Hein. Ça, c'est clair que c'est le régime qui l'a tué. Mais quels sont les commanditaires? Tous les coupables. C'est à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous voulons, en tant qu'Africains, nous voulons que tout ça soit clair. Mais que ça soit fait dans les règles de l'art, dans la droiture, la transparence, de telle sorte qu'il n'y ait pas des gens qui pensent que vraiment ils ont été victimes d'une injustice dans cette affaire-là. Maintenant, exhumer un peu, c'est la boîte à Pandore. Hein. Quand vous l'ouvrez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver dedans. Maintenant, c'est ce que je suis en train de dire, et que est-ce qu'aujourd'hui, pouvons être dans le processus, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est la priorité pour le Burkina Faso? Et justement, je suis en collaboration avec la communauté burkinabèse, les peuples burkinabés, mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent qu'ils regrettent Compaoré parce que la situation économique, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Mais est-ce que la priorité n'est pas là?
quand le peuple cherche à manger, quand le peuple cherche à se vêtir, à aller à l'école, etc. Si vous voulez, n'est-ce pas, réhabiliter un régime, il faut faire moins que ce régime. Si vous voulez anéantir ce régime-là, ce n'est pas les problèmes de justice. Non, il faut lever le niveau de vie des gens mieux que ce régime-là pour définitivement tuer ce régime-là. Moi, c'est ma préoccupation fondamentale. Mais est-ce que le régime aujourd'hui n'est pas en train de faire des efforts dans ce sens-là? Est-ce qu'aujourd'hui les indicateurs sont-ils aussi mauvais? Au niveau de la gouvernance, peut-être. Mais comme il a dit, la gouvernance, c'est plusieurs pans. C'est évidemment aussi la question économique qui intéresse les peuples, la vie des peuples. Évidemment, les garanties de démocratie aujourd'hui ne suffisent plus, ne suffisent plus, oui, disons-le comme ça. Ils sont importants, oui, mais aujourd'hui, il faut quand même que la gouvernance économique puisse permettre l'épanouissement des peuples, surtout. Et j'aimerais quand même qu'on contextualise, comme vous aimez bien, si aujourd'hui il y a des problèmes économiques au Burkina, il faudrait chercher les réelles causes. Qu'est-ce qui entraîne cela? Pourquoi est-ce que c'est endogène, c'est exogène? Il faudrait savoir. Mais voyez-vous, il y a un autre front sécuritaire qui est ouvert, qui est une stabilité qui commence par engrange des milliards. Qui engrange des milliards. Parfois plus que... Donc, voyez-vous, alors, ça porte un coup à l'investissement direct étranger. Voilà, et donc, du coup, évidemment, le pays va en ressentir. Donc... il ne faut pas forcément accuser le régime en place. Vous savez, vous tombez dans des situations que vous n'avez pas prévues. Vous pensez faire mieux, vous pensez atteindre des performances, mais vous faites face à des réalités socio-économiques ou socio-endogènes qui vous plombent dans l'action publique. Et là, actuellement, le problème sécuritaire qui commence par prendre de l'ampleur. Il y a des attaques quasi journalières. Et donc, qui crée même une instabilité, qui risque de créer une instabilité dans toute la sous-région, et qui a commencé déjà. Oui, ça quitte le Tchad, ça entre au Niger, ça Mali, ça passe par le Burkina, le Cameroun. Au Niger, au Cameroun. Et pour le moment, le Bénin, qui récemment a fait des exercices militaires pour... donc, c'est-à-dire que le risque sécuritaire est quasiment partout dans la sous-région. Et donc, cela explique ou peut expliquer la crise économique. Ça a un impact sérieux. Donc, ce n'est pas forcément du fait de la gouvernance de Kaboré. C'est peut-être pas quelque chose qu'il a prévu au cours mais alors, mais ça engage des milliards. Il faut, une fois que on aurait repoussé un tout petit peu les attaques terroristes, qu'on aurait renforcé l'effectif ou la stratégie militaire ou revu la stratégie sécuritaire du pays, oui. Les investissements, ma priorité est à ce niveau. Les investissements reviendront. Exactement. Les investissements reviendront. Mais au-delà de cela, il faudrait aussi voir quelle est la part de l'investissement public. Combien sont injectés dans les investissements, c'est-à-dire, je parle du projet PIP, du projet d'investissement public. Dans quel secteur il faudrait analyser tout ça pour voir quels sont les impacts retour, négatifs ou positifs. Donc, pour moi, il n'y a pas d'a priori à tout de suite invectiver ou à condamner le président Kaboré. Personne d'ailleurs ne l'a condamné. On est en train de dire tout simplement que vous pointez sa responsabilité. Par rapport à quoi? Non, par rapport au régime précédent. C'est ce que je dis. Je suis en train de dire... Mais par rapport aussi aux indicateurs de performance. Mais non, il ne peut pas faire autrement, le président Kaboré. Non, si j'indique sa responsabilité, je l'ai étudié dans quel niveau? J'ai dit non, ma préoccupation aujourd'hui, c'est le problème économique. Parce que j'ai dit la situation économique, elle n'est pas bonne. Mais maintenant, pour dire que c'est lui qui a fait, ce que vous avez dit, c'est... Parce que les facteurs endogènes et exogènes liés à la sécurité, il faut tout faire. Pour moi, la priorité est là d'abord. Stabiliser le pays, mettre les gens au travail et laisser la justice progressivement faire son travail. Mais si vous en faites une priorité, j'ai dit, on prend parce qu'il y a un putsch, etc., ces gens-là, ils ont forcément un lien. Le Blaise Compaoré a fait combien au pouvoir? Combien d'années? Il faut de la réelle politique. Il est assis à Abidjan là-bas. Là. C'est lui qui était le tout-puissant qui éteignait les foyers de tension dans tous les pays, en Afrique de l'Ouest, après Eyadema. Et donc, non, je viens. Après Eyadema. Non, attends, je viens. Après Eyadema. Il faut faire des analyses réelles, la réelle politique. OK? Blaise Compaoré, il n'est pas petit.
ces généraux, etc., ils ont des relations, ils ont des ramifications partout en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une vérité. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler sur le plateau ici. Kaboré le sait mieux que moi. Donc, pour moi, la priorité n'est pas de faire peur. La priorité n'est pas de faire trembler l'autre. Est-ce que c'est Kaboré qui fait trembler? Non, vous savez, c'est lui qui incarne la stabilité, mais le régime. Il n'incarne pas forcément la justice, elle est indépendante. Non, tu vois, vous me parlez de la justice. D'accord, la justice, elle est indépendante. Alors, le régime apartheid, c'était légal ou c'est pas légal? C'était légal parce qu'ils l'ont voté. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que la discrimination raciale, elle est bonne? Elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, ce qui est passé en Afrique du Sud, les assassinats, etc. Mais quand le monsieur est venu au pouvoir, le grand Mandela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu stabiliser le pays d'abord, relancer les bases économiques et maintenant aller vers ce qu'on appelle... Mais le problème, mais il n'y avait pas de problème économique. C'est ton conseil que j'alerte parce que... En 96, l'Afrique du Sud n'avait pas de problème économique. Ils avaient un problème... Pardon, en 94, ils n'avaient pas réellement un problème économique. Ils avaient un problème si on apeurait, de vécu social. Si on apeurait, si Nelson Mandela est venu pour dire « je vais venger », tout le monde allait fuir. Il allait plomber le pays. Oui, mais voyez-vous ce que vous avez dit. Il s'est battu pour un principe. Oui, mais ce que je avez dit. Je suis d'accord. Mais il y a eu justice. Je suis d'accord qu'il y ait justice. Mais il y a eu justice. Au Burkina Faso. Il continue d'avoir justice. Il continue d'avoir justice. Non, d'accord. Je suis d'accord d'une façon progressive. Mais la priorité aujourd'hui, vu l'environnement sécuritaire régional, j'ai dit aujourd'hui, il faut être très attention. Il faut faire très attention. Moi, j'attire l'attention tout simplement. Parce qu'il y a des facteurs à l'intérieur que vous allumez, alors qu'il y a des facteurs endogènes. Il y a une connexion forcément entre les facteurs endogènes et exogènes. Voilà, messieurs, pour mettre... C'est ce que je suis en train de dire, quoi. À ce point-là du débat, nous allons juste rappeler que, alors qu'il enquêtait sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, le journaliste d'investigation burkinabé Norbert Zongo, 49 ans, et 3 personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvées mortes, calcinées dans leur véhicule. C'était le 13 décembre 1998 à Sapouy, dans le sud du Faso. C'est aussi le moment de faire un clin d'œil à tous les journalistes qui souffrent dans leur besoin de travailler en toute indépendance et aux familles de tous ceux qui ont été tués dans l'exercice de ce noble métier. Messieurs, nous allons parler aussi d'une autre affaire qui est actuellement en cours au Burkina Faso. C'est l'affaire du putsch manqué de 2015, où le général Gilbert Diendéré et d'autres frères d'armes, notamment, sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, de trahison et de meurtre lors du putsch manqué, donc qui a fait 14 morts et 270 blessés en septembre 2015. L'homme fort a demandé pardon à ses victimes alors qu'il est considéré comme le cerveau et que visiblement il a refusé d'endosser la responsabilité, notamment de ce qui lui est reproché. Emery Olabi, quelle est votre lecture de, on va dire, est-ce que c'est une volte-face, est-ce que de cette posture du général Diendéré aujourd'hui? Voyez-vous, le général Diendéré dit je demande pardon, je reconnais peut-être avoir fauté, mais cela n'empêche pas l'action publique de continuer. Donc la justice dira le droit, probablement il sera condamné, et il a dit qu'il allait assumer. Mais il ne reconnaît pas tout ce qui lui est reproché. Bon, là, c'est une autre paire de manches. Mais au cours du procès, voyez-vous, il a quand même cité des noms. Nommément, il a cité des gens. Et je pense que la justice, pour davantage, pour des raisons d'équité, devrait pousser ce problème plus loin. Elle en a cherché des personnes qu'on a citées pour éclairer davantage les lanternes d'opinion publique. Oui, c'est important. Pour les entendre. Oui, pour les entendre. Oui, il s'agit quand même de la vie d'un peuple qu'on a mis, on a voulu mettre en parenthèse, en Bastille. C'est des gens qui sont morts. Et pour leur mémoire, pour l'unité nationale, il faut écouter. Parce que, voyez-vous, on vient de citer des noms. Vous ne les entendez pas. Ils circulent dans la ville. C'est les parents des défunts, des blessés,
les différents blessés qui vivent encore et qui savent qu'on les a accusés, voyez-vous, ce sont des foyers de tension latentes qu'il faut éviter. Et il faut leur donner l'occasion à ces gens-là de venir s'exprimer. Je pense que la justice ferait un travail de salubrité en appelant toutes ces personnes, en les écoutant, et à ne pas restreindre l'affaire uniquement au général Diendéré. Non, il n'est pas le seul poursuivi. Il y a beaucoup de frères d'armes à lui. Tout à fait. Il y a même des politiques, il y a d'autres militaires. Notamment le général Djibril Ipene Bassolé aussi. Mais les noms cités sont quand même des noms à ne pas négliger. Du tout pas. Et donc, il faut quand même les entendre. Moi, je pense, c'est mon avis personnel, c'est ma conviction personnelle, qu'il faut entendre. S'il a cité nommément, mais avec une certaine conviction, je pense qu'on ne peut pas les laisser de côté. Et donc, pour ma part, le général, il assume, il pense qu'il a une responsabilité morale, qu'il dit qu'il assumera pleinement. C'est déjà pas mal, c'est bien. Mais malheureusement, mais malheureusement, comme j'ai dit, cela n'arrête pas l'action publique. Donc, la justice va rendre son verdict. C'est au peuple de... Il prendra cher, vous pensez? Je ne saurais le dire, je ne connais pas les dispositions du code pénal burkinabé, mais il y a une chose qui est sûre, le pardon qu'il a demandé, ça c'est le peuple qui va le lui donner. Ce n'est pas la justice, c'est le peuple burkinabé qui a souffert dans son âme et dans sa chair. Ce sont les parents des victimes et les victimes survivantes qui pourront lui accorder ce pardon. Voilà. C'est important de demander pardon dans la posture du général Diendéré aujourd'hui. Oui, parce que sa responsabilité, quelle que soit la situation, a été engagée. Mais aussi, il faut rendre hommage à la CEDEAO aussi, qui a joué un rôle important dans la résolution. En réagissant promptement, en allant... Je me rappelle, c'était le président Macky Sall qui Tout à fait. Mais est-ce que si c'était pas la maturité de ce général-là, si c'était les jeunes qui avaient ce pouvoir-là, est-ce qu'ils allaient quitter le pouvoir? Heureusement que ce soit Diendéré qui a mené les négociations pour remettre le pouvoir. Il l'a fait, c'est à son actif. Maintenant, s'il demande pardon, je crois que le pardon est sincère. C'est pourquoi je dis, oui, la justice doit faire son travail, mais il faut aller dans... Je ne dis pas de faire une justice diplomatique, mais il faut que la justice se rime avec les réalités socio-culturelles. Une justice qui juge et qui tranche et qui amène le pays vers la catastrophe n'est pas une bonne justice. C'est mon appellation. Puisque quand j'analyse, j'ai la tête frette, je suis en dehors de Burkina Faso, j'analyse, c'est le contexte qui me fait parler. Donc voilà, le pardon, je crois que le peuple burkinabé est un peuple très très brave, d'ailleurs, travailleur, un peuple très conscient, mais bon, il saura, n'est-ce pas, au moment opportun, savoir qui sont là pour eux et qui ne sont pas là pour eux. Voilà. Et M. Labi, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les affaires juridiques, judiciaires, les assassinats, les tentatives d'assassinat, les tentatives de ceci et cela, est-ce que ces affaires ne plombent pas quand même, je dirais, la cohésion nationale ou, je dirais, le développement dans la sérénité du Burkina Faso? Il y a tellement d'affaires, il y a tellement de volonté de comprendre ce qui s'est passé, notamment dans des affaires comme l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, notamment dans l'affaire, je veux parler de l'ancien président Sankara. Il y a tellement d'affaires aujourd'hui au Burkina Faso. Oui, mais comme je vous ai dit, à un moment donné, il faut que les peuples fassent la réconciliation avec eux-mêmes et avec leur histoire pour le développement futur. Il y a trop de frustrations qui ont été enregistrées, qui ont été emmagasinées, accumulées au cours de ces années, qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire un dégel. Et le dégel, la paix sociale ne passe que par la justice. Et donc, cette justice se doit d'être indépendante, autonome, équitable. Et je pense qu'actuellement, la justice burkinabèse, excusez-moi, la justice burkina est quand même en phase avec son peuple et jouit quand même d'une certaine indépendance.
Et il faudrait qu'elle continue sur cette lancée pendant un certain moment pour pouvoir évidemment garantir cette cohésion sociale et cette unité nationale qui risque d'être mise à mal si les procédures sont mal conduites. Voilà, vous êtes Emery Olabi, juriste, spécialiste des questions internationales. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, expert en communication politique, écrivain. Messieurs, merci d'avoir été là. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.